Bon, bah, parfait. Peut-être on peut enlever le partage de connexion pour, commencer et le mettre, quand, on sera installé. Bon, bah, bonjour. Merci Émilie, d'avoir, accepté cette invitation et de supporter toutes ces petites, contrariétés techniques. Bon, donc Émilie Apter est professeure à New York University. Elle est une spécialiste de littérature comparée, de littérature française. Elle est l'autrice d'un certain nombre d'ouvrages que j'ai, pour une petite part, vu naître, dont je pense notamment au livre sur la petite politique, le titre était Unexceptional Politics. Unexceptional Politics, voilà, donc qui est un livre qui cherche à identifier, on pourrait dire, une dimension de la politique et qui, en tout cas pour moi, a été caractéristique de la méthode d'Émilie, qui est une méthode qui consiste à traverser des champs hétérogènes en étant en permanence attentive à, euh, à des traits de formulation, alors notamment bien sûr évidemment des corpus littéraires, mais aussi des formulations, on pourrait dire, de la culture, enfin, ordinaire. Et donc on l'a invité dans le cadre de ce cycle structuralisme et féminisme pour parler justement de la relation entre la structure et, disons, les questions féministes ou des questions qui ont été posées par les féministes. Et elle a donc proposé ce titre qui était Structural. The languages of structural Voilà, violence and sexual fluidity. Of structural violence and sexual fluidity. Donc merci encore une fois d'avoir accepté. Donc la conférence d'Émilie, comme je l'annoncerai, ça en anglais. Donc Émilie, comme vous l'avez déjà aperçu, celles et ceux qui sont ici parlent parfaitement français, bien sûr. Et donc la conversation pourra aussi se faire en français, et c'est vrai aussi pour les gens qui sont en ligne. Donc je lui laisse sans plus tarder la parole et nous écoutons avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci Patrice, merci Jeanne. Est-ce que tout le monde m'entend? J'oublie que, en fait, que je vais maintenant passer à l'anglais, mais vraiment, je suis navrée, j'avais pas le temps de réécrire cette intervention en anglais, en français. Mais comme Patrice vient de dire, si vous avez des questions ou si vous préférez la discussion en français, je suis prête à parler avec vous. Enfin, s'il y a des... Je pense qu'il y aura quelques mots et références un peu difficiles à traduire. Donc, n'hésitez pas, on en a une discussion, parce que je sais que je vous demande quand même une certaine patience et d'attention de suivre dans une autre langue. Et s'il y a vraiment des choses qui sont intraduisibles, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai oublié de dire que Émilie est mondialement connue pour son travail sur la traduction d'ailleurs, donc ce Livres of Translation, et aussi qu'elle a contribué à la traduction de l'ouvrage de Barbara Cassin, le dictionnaire des intraduisibles. Donc la traduction, ça la connaît. Oui, ça c'est mon dada. Bon, mais pour une fois, je ne parle pas trop de la traduction, pas ici. Okay. In the wake of Me Too, Balance ton fort, Black Lives Matter, and other movements that take structural violence as their call to order, I've been thinking more and more about the status of the term structure as a term of obligatory reference in contemporary social justice movements that seek redress and reparations for transphobia, white supremacy, colonial extractivism, discrimination against neurodiversity, and many other forms of oppression. This problem came into focus while reading the section of Patrice Maniglier's La philosophie qui se fait, titled Retour vers la structure. In his exchanges with Philippe Petit, Maniglier advocates for a return to structure by stressing the historic links between structure and structuralism, something I think you've been discussing a lot in the course of the seminar, and by underscoring why French structuralism's rich legacy
remains relevant to theory today. For Patrice, Lévi-Strauss and de Saussure are reference points, but he also takes inspiration from the Derrida who wrote the pivotal essay, La structure, le signe et le jeu. And here we recall a passage that was very famous that echoes in so much work. Le centre n'est pas le centre. Le concept de structure centrée, bien qu'il représente la cohérence elle-même, la condition de l'épistémé, comme philosophie ou comme science, est contradictoire cohérent. Le concept de structure centrée est en effet le concept d'un jeu fondé, constitué depuis une immobilité fondatrice et une certitude rassurante, elle-même soustraite au jeu. In a similar vein, Patrice writes, le structuralisme n'est pas un système fermé, c'est un événement, c'est-à-dire le lieu d'un déplacement de l'espace du pensable très profond, d'une mutation structurale. Challenging the disavowal of the structuralism in our current moment philosophique, Maniglier advocates for un structuralisme mis en œuvre. I'm going to work on that concept. We can have, the first slide is up. So. Ce qu'il faut comparer, ce sont les concepts de structure mis en œuvre. Le Deleuze de 68 n'est pas le même que le Deleuze de Guattari de 73. Ce sont deux manières de répondre à la même question et peut-être la seconde est plus convaincante que la première. Et ça ne sert à rien d'imaginer un structuralisme qui n'a pas existé pour lui opposer l'idée vulgaire qu'il y a une puissance sauvage de transformation qui n'entre pas dans les cases de structure. Donc, si je voulais contribuer à quelque chose, c'est plutôt à déplacer les lignes de front, montrer que le vrai combat n'est pas là où la réception vulgaire du structuralisme l'a mis. Okay, so I would like to explore in more depth this mise en œuvre, for it characterizes structural thinking as a praxis from very early on. We can go back to a famous article by Althusser that appeared in Pour Marx. It was written as a review of a play by Carlo Bertolazzi. The play was from 1893, El Nost Milan, and there was a production by Giorgio Strehler in 1962. So this is the scene, and it's where he introduces this idea of a conceptual structure as a mode of critique and intervention, or it's one of the many places he discusses it. And he dissects a curious set of scenes that feature a character named Nina. We first encounter her staring through a curtain at a circus clown. And when she next appears on stage, the clown is dead, and she's being sexually assaulted and robbed by his murderer. Althusser writes, I'm sorry, I have this in English. She's going to rescue herself all alone, for that is the only way. She will leave this, this world of night and poverty and enter the other one, where pleasure and money reign. She will sell herself, elle va se prostituer, but she will be on the other side, on the side of freedom and truth. Erect, Nina goes out into the daylight. C'est très bizarre, c'est que son père mange pour une attaque sexuelle et décide de se prostituer après. Donc la logique n'est pas évidente. It's the structure of a broken line that interests Althusser, an idea he takes from Strehler's program notes. He says the principal feature of the work is the sudden appearance in it of a truth as yet hardly defined, a drama which is focused from time to time only to be deferred once again, a drama which is made up of a long gray line broken by the cracks of a whip.
For Althusser, what's at issue here is the play's latent structure and nothing else. Oh, that's it. The structure is nowhere exposed. Nowhere does it constitute the object of a speech or dialogue. Nowhere can it be perceived directly in the play as can the visible characters of the course of the action. But it is there, structure's there. In the tacit relation between the people's time and the time of the tragedy, in their mutual imbalance, in their incessant interference, in their true and delusive criticism. And I'll jump. Even Nina, who is for us the rupture in the beginning and the promise of another world and another consciousness, does not know what she is doing. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Here we can truly say that consciousness is delayed, for even if it is still blind, it is a consciousness aiming at last at a real world. Donc, ce qui compte, c'est l'idée qu'on entre dans le monde réel, même s'il n'y a pas de logique, même si c'est contre-intuitif. This real is the réel is the crucible of a mise en œuvre of structure, at once latent and dimly grasped, barely intelligible. It is not a theoretical slogan, he says, but the real object that exists independently of its knowledge, a to-be-known structure. Structure coincides here with the quest for what Etienne Balibar and others have called the concept not in the form of the concept. It is accessed on the oblique, so as the real or theoretical object, and as the appearance of an intervening subject at work on the site of an event where the historicity of the situation is symptomatically concentrated. This, according to Bruno Bastils, constitutes, quote, the major theoretical innovation introduced by a number of thinkers working in the aftermath of Althusser's Marxism, Derridian deconstruction, Lacanian psychoanalysis, and Italian operaismo. Like Maniglier and like Bastils, I want to emphasize the continuity of structuralism and post-structuralism, Derrida, Zizek, and on. But this carryover, this transfer, has been impeded by the reductionist ways in which structuralism has been typecast. Maniglier, aware of this problem, singles out 4 ways, and perhaps you've already discussed them in the seminar. 4 traits. The first is the subject of structuralism is seen as déterminé par un mécanisme impersonnel, collectif, aveugle. And in this picture, one could say that it's your grammar that constructs you. The you is given over to the prison house of language. According to the second trait, subjective agency is further curtailed by the pre-givenness of social positioning. On peut penser que devenir un sujet, c'est se mettre à occuper une position laissée libre au sein d'un système, par exemple familial, social, culturel. Système is the key word here for me. It leads to trait numéro 3, the systemic foreclosure of individual self-determination and autonomy. The 4th trait is distinguished by formalism. Structuralism is identified with an abstract, formal modeling, itself the mark of capitalist modernity. Formalism privileges the algorithm and predictive processing, which together regulate desires and patterns of consumption. In this picture, structuralism becomes the handmaiden of post-humanism, which is to say, le temps des robots, or the machinic sublation of the human. Maniglier tries to rescue a better structuralism from these flattened interpretations. He rejects oppositions between invariant and variant, closure and opening, totality and incompletion, positivism and speculative materialism, between the Althusser of the state apparatus and the Spinozist Althusser, between the Deleuze of différence et répétition and the Guattarian Deleuze of anti-Oedipe. In Maniglier's vision, I think,
here he is together, of a structuralist praxis sous le signe de Saussure, we glimpse a transformative, mutational semiotics, modes of thinking and being that overcome the hermeneutics of suspicion, l'air du soupçon, with its protocols of hyperjudgment and paranoid reading, as well as postmodern gaming, which leads to, he says, une sorte de guérilla espiègle, sans horizon de défaite ni de victoire, parasitage, volatilisation, fluidité maximale, sabotage. Extending Magnifié's train of thought here, I think structuralism opens onto thinking in trans, dans le trans, in translation, in transvariant sexualities. Est-ce qu'on dit ça, sexualité transvariante? On ne le disait pas jusqu'à présent, mais je pense que c'est très bon l'expression de Jack Halberstam. Okay, oui, dans un livre sur la transsexualité, transvariant sexualities, in transmaterial orders of animacy, in transmedial aesthetics. This is structure inspired by, but no longer beholden to, Lévi-Strauss's analysis of myths, dedicated to articulating forms of life, animation, and collectivity within new metaphysical shapes and materialities of matter. We glimpse this transmaterial, transgenre form of structure in Paul Preciado's comparison in Je suis un monstre qui vous parle. I told you I would also speak about fashionable texts. Of his comparison of his body to a Greek city layered with urban archaeologies and historical architectural styles. And we can do the next one. Oh wait, then that's it. C'est bon. Mon corps vivant qui englobe tout dans sa mutation constante et ses multiples évolutions, et comme une ville grecque, et comme une ville, où coexistent avec des différences des niveaux énergétiques, des bâtiments trans-contemporains, une architecture lesbienne postmoderne et de belles maisons art déco, mais aussi des vieilles bâtisses champêtres sous les fondations desquelles subsistent des ruines classiques animales, végétales, des fondations minérales et chimiques volontiers invisibles. Preciado's insistence on the coextensivity of body and architecture expands the field of transerotics beyond the anatomical paradigm of a sex that is not one, or sex qui n'en est pas, or singular multiple, into transubstantial orders of aesthetic correlation. It realizes acts of agencement between the mineral matter of building materials, hormonal substances, and other life forms. Faire une transition de genre, says Preciado, c'est inventer un agencement avec l'hormone ou avec un autre code vivant. Le code peut être une langue, une musique, une forme, une plante, un animal ou un autre être vivant. C'est un processus de décolonisation du corps. What comes to the fore in Je suis un monstre qui vous parle is trans in the full philosophical sense, a kind of next phase of structuralist thinking, no longer hobbled by the fear of compulsory heterosexuality or le cadre de la différence sexuelle. It dares instead, and here I quote Preciado again, de quitter la sphère de l'humain et entrer dans un espace subalterne de violence et de contrôle. This space outside the human is dangerous. It exposes the trans subject to experiences no longer shielded by the structural social protectionism of sexual difference. It enters the subject into an inchoate symbolic order of fluid ontologies, transmaterialities, and transmediations. This trans thought or trans philosophy takes off from Magnifié's invocation of a structuralism no longer fixated on l'idée d'un primat du langage sur toutes les autres expériences humaines. It gestures towards signifying in the mediums of sensible matter, vibrations, luminescences,
physical properties, forms of expressivity exceeding the linguistic. An early experiment, and we can have the next one, in this fluid trans of transmaterialism may be found in Monique Wittig's classic 1973 Le Corps Lesbien, where the writing revels in ecstatic tremors and sensations emanating from mineral viscosities. Des grandes parcelles de gélatine se détachent pendant transparentes. Le flot devient continu. La cyprine écumeuse blanchie dans ses tourbillons remonte jusqu'aux épaules. La tête émerge, cheveux étalés, joues pâles. Les droits sur les membranes font à présent un battement continu. Une agitation trouble l'écoulement de la cyprine, eau fluide transparente. Les larmes abondantes se jettent dans le flot coulant salé. Je me noie, l'eau me rentre par les yeux, cyprine larme. J'y vois les noirs, les ors, les feux, les cristaux, les écailles. Cyprine, and we can have the next image. This is my one translation moment. Ah, no, it didn't make it. Peut-être c'est après, ce sera là. Bon, elle est là. Elle est là, en tout cas. Wait, it jumped. Est-ce qu'on peut sauter? Go back? Non, tu l'as oublié sur ce fichier, c'est pas le même en fait. No, okay. It doesn't matter. Cyprine, and you can see it from this slide. If you look at the English translation, it doesn't appear in English. It was taken out by the translator David Levay, but it's on the cover of the original edition. I was going to show you the cover of the original edition, which might pop up later. It's out of order. Là, mais pas Ah oui, c'est ça, c'est là. On n'a pas sur le, c'est pas le même fichier. Ah, d'accord, ok. Voilà. So you see that it's on the cover, and the translator David Levay rendered it juice, le jus, which one of the founders of the first lesbian journal, Quand les femmes s'aiment, Suzette Aubichon, she protested this translation, of course. So what is cyprine? It's a silicate material, also called Vesuvianite, because it was discovered adjacent to lavas on Mount Vesuvius, a crystal-like substance, sometimes cut into gemstones, jewels. Cyprine refers colloquially to vaginal lubricant or secretion, as in cum, and was repeatedly referenced by Wittig in relation to saliva, sweat, tears, mucus, lymph, and the milky luminescence of carp scales. This language of mineral and liquid substances merges with a vocabulary of plant microbiology that includes spores, pores, algae, fungi, and seeds. This is also throughout the book. And what's interesting here is that all of these different microbiologies are subject to mitotic division, modeling in this way a kind of asexual or non-heterosexist reproduction, a kind of dissemination. Another kind of structural myth-making, this one more overtly political and constituted from within and against the identitarian system of binary difference, is staged in Preciado's recent film Orlando, my political biography. How have you had a chance to see it? I got to see it in New York, and it was really interesting. And I'm sure you can get it soon. There was piraté. Well, there was a first presentation at the Centre Georges Pompidou a few months ago, or a few weeks ago, but I didn't have the chance to go there. Okay, so here's the sneak preview. What appears are emergent transvariant gender myths, and you can see from this. Each trans character steps before the camera and introduces themselves with a serial declaration,
And the film is mostly in French, but there's English in it as well. My name is X, and in this film I will be Orlando of Virginia Woolf. Mon nom est quelque chose, et dans ce film je serai Orlando de Virginia Woolf. This performativity of agency, I will be, or makes it a link between I and we, alluding to a solidarity of an alternate society. As non-binarism comes into being, it reawakens the emancipatory history of post-68 feminism. Let's see if other slides are on this. I'm not sure. I think they might not have made it. No, okay. But they might. This one. Non, c'est pas le même fichier en réalité, mais Ok, c'est pas grave. c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave. Oui, on n'en est pas femme, mais on en meurt. Ouais, okay, that's so as non-binarism comes into being, it reawakens the emancipatory history of post-68 feminism. The slogans of the 1970s, mouvement de libération des femmes, il y a plus inconnu encore que le soldat, sa femme, or fêter une journée, exploiter toute l'année, which were part of the Mother's Day march down the Champs-Élysées in 72, echo in the gay, gender queer, trans, and abolitionist catchwords of today. Ni pute, ni soumise, je te crois, on ne naît pas femme, mais on en meurt. La révolution sera féministe ou ne sera pas. Police, justice, classement sans suite, vous êtes complices. And here's some ones in English. Walk into the room, purse first. Purse, c'est le sac. Trans rights are human rights. Or the chant phrase, as we saw in the image from the Preciado. Yeah. Power to the people, which is in a sense repurposed or refunctioned by Preciado's trans champions of planetary non-binary citizenship. At the end of the film, these champions of non-binary citizenship triumph in a court of law presided over by Virginie Despentes. What these slogans share with their 1968 precursors is a common address to structure, an overturning, to be more precise, of the necropolitical power structures that hold compulsory heterosexuality in place. Heterosexism, as the pre-existing condition of discrimination and social exclusion, requires an intervention into the structure, the appearance of a new subject, one who presents as the anarcho-mutant of Preciado's Dysphoria Mundi. Speaking in the language of non-binarism, the mutant takes up and takes over the mythic utopian rhetorical form of un jour, one day the time will come. I don't know if we have that. Let's see. Let's give it a try. Wait. Un jour, une historienne du futur post-patriarcal se rappellera comment toutes les femmes violées du monde, tous les corps sexuels subalternes, les filles, les garçons, ceux qui n'étaient ni filles ni garçons, les enfants, tous les corps traités pendant des siècles, comme s'ils n'étaient qu'un simple support masturbatoire au service de la libido hétérosexo-raciale, se sont unis pour dire basta. Partout, il sera raconté comme ils ont occupé... merci. ont occupé les rues en chantant « Et violador eres tu ». Ils parleront de ces années comme de la 4e révolution féministe, celle qui a uni les grands-mères violées aux petites filles et petits garçons violés. Ils parleront de cette époque comme du début de la fin de la souveraineté hétérosexo-raciale et du début d'une ère nouvelle. If I insist here on Preciado's intervention as structural, it is because it engages directly with questions of structural violence. And this comes back to my title, and I would say this is something
Patrice, in his call for un retour vers la structure, does not really touch on, at least in that context, but maybe in the context of the seminar. Pas vraiment, okay. This is structural violence manifest as repeated violation, coercion, broken sexual contract, systemic racism, precarity, and social unsafety, each and all serving as anchor points of la souveraineté hétérosexo-raciale. For hardcore activist feminism, structuralist violence takes shape and this, in the refusal to equate harassment and violence that society often does, in the interests, say, of due process, because to not see harassment as violence is to accept the legal system's inbuilt systemic violence, its foreclosure of the visibility of violence against women. This, I think, is the force of Lacan's famous riposte to Lucien Goldman, delivered on the occasion of a lecture by Foucault at la Société Française de Philosophie. To Goldman's observation, vous avez vu en 68 vos structures, ce sont des gens qui étaient dans la rue. Lacan famously replied, s'il y a quelque chose qui démontre les événements de mai, c'est précisément la descente dans la rue des structures. Les structures sont descendues dans la rue. The powder keg that became Me Too turns on the notion of a radical contestation of structural misogyny and the structural violence that it commits. Such violence echoes in Jean Carroll's face-off with Trump's lawyer, Joe Tacopina, over her account of being raped in a department store dressing room by the former president. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a une dame qui s'appelle Jean Carroll qui a porté plainte et finalement il y avait un grand cas, un grand procès contre Trump et c'est l'avocat Tacopina qui l'a représenté. Il est accusé de viol et la transcription du procès, c'est assez fascinant. Bon. L'avocat lui-même était accusé de viol, non? Non, Trump il représentait Trump. So Tacopina attacks Carroll's credibility by noting, vous n'avez pas crié pendant le viol. Didn't scream during the assault. Carroll replies, I'm telling you, he raped me whether I screamed or not. Do you need a minute, Mrs. Carroll? He retorts, using a gaslighting technique to destabilize her, to which she responds, no, go right on. I don't need an excuse for not screaming. So for me, she stops the gaslighting in its tracks by refusing the misogynist structural premise that silence equals compliance or consent. She refuses this. And that's an intervention, in a sense, into structural violence. Now, it's a complicated issue. The British feminist critic Jacqueline Rose associates the kind of violence committed by Tacopina, behind which stands the greater violence of Donald Trump, with structural entitlement. On violence, maybe you can go to the next one, and on violence against women, she writes, violence is a form of entitlement. Unlike privilege, which can be checked with a mere gesture, as in check your privilege, and then left at the door, entitlement goes deeper and at the same time is more slippery to grasp. As if hovering in the ether, it relies for its persistence on a refusal to acknowledge that it is even there. The structural dimension of Rose's argument is based on the presumption of a hardwired right to violence with impunity. Citing Prince Andrew and Jeffrey Epstein's sexual predation and sex trafficking, Rose identifies an entitlement that, quote, boasts its invisibility and hides its true nature from itself. This hiding goes along with the not naming of violence that is structurally endemic to the capitalist system. Not naming violence,
she writes, is often an undercover path of destruction. It's random disposal of bodies it needs and does not need. Is one of the ways that capitalism has always preserved and perpetuated itself. Rose is wary of casting violence as the unadulterated and never failing expression of male sexuality and power. This would be, she says, a self-defeating argument, leading to the dead-end conclusion that men will rule the world forever. That's the structure. However, avoiding this dead end is no easy task, because describing structural violence often reenacts it. How, she writes, to convey the psychic intensity released by the subject of violence without fanning the flames, adding to the spectacle, making the analysis complicit with the crime. How indeed do we address the problem of structural violence without reperforming the crime? Does the very notion of structure, essential to critiques of compulsory heterosexuality, misogyny, transphobia, and racism, imply a no-exit strategy? I think in many respects it does. Take, for instance, Claudia Rankin's dissection of the mise en oeuvre of structural or systemic racial violence in her book, Just Us. Do the next one. Yeah. Do people know the work of Claudia Rankin? She's a really important Black woman writer whose book Citizen, Citoyen, an American lyric, had a huge impact in the US. And this book that I'm citing here comes after it. It's the sequel, c'est ce qui vient après. And sometimes people say, c'est un catalogue de microagressions. Pour moi, c'est très réducteur de dire ça. Il y a beaucoup plus qui se passe. C'est vraiment une analyse du racisme structurel au niveau de la parole et du discours. Ça date de quand? Ça date de... En gros, quoi. Il y a 2 ans. Okay. Je pense que j'ai la référence. Voilà. Et c'est un jeu de mots sur justice, évidemment. Justice. Just Us is narrated by a Black woman who discovers herself speaking carcerally, parle carcéralement. C'est quoi ça? C'est quoi de parler carcéralement? In relation to speech and everyday discourse that directs direct casual expressions of white supremacy her way with blithe disinhibition. Asked where she teaches by a man in line to board an airplane and responding that she teaches at Yale, actually she teaches now at NYU. She is told of his disappointment that his son failed to gain early admission. It's tough when you can't play the diversity card, he added. Est-ce que tout le monde comprend cette injure, cette diversity card? Ça veut dire que dans quand il y a la affirmative action, discrimination positive en français. Discrimination positive. Ah non, ça ne marche pas. C'est horrible, ça. Ça, vous savez pas? Parce que c'est au contraire de ce que ça veut dire en anglais. Affirmative, ça emploie le mot discrimination. Positif, oui. Ouais. Affirmative, c'est action qui est remplacé par discrimination. Ouais. Moi, ça n'a aucun sens. On peut en parler. Anyway, it's tough when you can't play the diversity card. C'est-à-dire que son fils blanc n'a aucune chance parce qu'il est blanc par rapport à elle qui a accès aux grandes universités. Was he thinking out loud, she's left wondering? Was he yanking my chain? Was he snapping the white privilege flag in my face? The very fact that the man's remarks flush the narrator's consciousness with confusion and force her to confront the closed circuit of diversity talk
the talk that universities and corporations use to protect their privilege, is the form, I think, speech unfreedom takes, pas la liberté de la parole, la non-liberté, ou la parole non libre. Producing a condition of carcerality that embeds itself in ordinary interactions in countless ways. Micro injustices, micro structural violences bloom on the page, streaming into view in the spaces between sentences, where the effect of a verbal injury is left unpacked or sounded out as an off-key musical note. At times, Rankin's accounting for the harms communicated in verbal address or through body language resembles an exercise in what I think of as les mathématiques raciales, racial math, that dismantles the basic terms of distributive justice, itself a theory built on the hypothetical premise of a fairness economy. So now let's look at this passage. She's sitting in an airplane. The flight attendant brought drinks to everyone around me, but repeatedly forgot my orange juice. Telling myself orange juice is sugar, and she might be doing my post-cancer body a favor, I just nodded when she apologized for the second time. The third time she walked by without the juice, the white man sitting next to me said to her, "This is incredible. You've brought me 2 drinks in the time you've forgotten to bring her 1. She returned to me with the juice. I thanked him. He said, "She isn't suited to her job." I didn't respond. She didn't forget your drinks. She didn't forget you. You are seated next to no one in this no place. I think this passage breaks down almost like a formal equation. 2 orange juices for 1 white man, for a white man, plus minus 3 orange juices for a Black woman, plus 1 white male interjection equals 1 orange juice for a Black woman. This is a kind of structure, right? A mathematical structure, which could also be a ratio that poses the question, and I know this would be a little hard to follow. What is the psychic balance of forgot to be served over counting as not one in no place? You were trying to do a division. The scenarios constructed by Rankin record what Miles Ogborn characterizes as bondage made through speech, communicative practices that define social relations underpinned by violence. The violence often crystallizes in repeated self-directed questions that the narrator asks herself. Am I being silenced? That reflect or mirror, by breaking the silence about white cluelessness, how one becomes the problem by naming it. One becomes the problem by naming it. This is a double bind identified by Sarah Ahmed in an essay called Sexism, a Problem with a Name. Outing wrongs harm the messenger. She ends up not only with nothing in social capital terms, but ends up being nothing. And I'll do one more quote here. The mutual anxieties and angers blowing visible in the room. A wind, blustery, turbulent, squally, overcast, find a discomfort level. I push my brownie around my plate. I'm middle-aged and overweight. I shouldn't eat this. I shouldn't eat anything. Nothing. This passage and both passages, in a sense, or the whole book, Just Us, brings to mind Foucault's point that in paresia, the danger comes from the fact that the said truth is capable of hurting or angering the interlocutor. Paresia, says Foucault, is a form of criticism either towards another or towards oneself, but always in a situation where the speaker or confessor is in a position of inferiority with respect to the interlocutor. Now here I would say Rankin complicates the Paresian power dynamic by dislocating the origin and target of address and making, are you looking for the heat? Yeah. Because it's freezing. On gèle ici. On a tellement pas, on gèle, oui.
Bon, on va geler, parce que je vois pas que c'est. Je regarderai tout à l'heure quand tu auras fini. Au moins, on reste complètement éveillé. Rankin, one could say, complicates this power dynamic by dislocating the origin and target of address and making the voice of speaker and interrogator at once unitary and self-divided. As fearless speech becomes self-reflexive and rife with self-doubt, it becomes fear-filled, filled with fear, rempli de peur, self-antagonistic, expressive of the force field of structural violence's entanglements or quantum entanglements from which it is trying to escape. This expanded quantum field extends, if we follow Karen Barad, to particles, quarks, and neutrons, and further still to Foucault's microphysics of moral systems that mark bodily subjects within fields of socio-political desire. In this quantum field, the fearlessly speaking subject, this person without fear, risks suction into the vortex of an anorectic void, a void made palpable by Rankin's intonation. I shouldn't eat this. I shouldn't eat anything, nothing. Just Us stages a listening operation that accounts for Black discounts and white surpluses within the micropolitics of speech, even as it acknowledges what Denise Ferreira da Silva calls unpayable debt within the broader politics of reparations. The notion of unpayability, understood in relation to the temporal ongoingness of systemic racism, aligns with Afro-pessimist views of impossible reparations, deriving in, say, Frank Wilderson III's case from the political realization that he was too Black for care, or in Calvin Warren's case, from the onticidal conclusion that Black as a metaphysical form converts to nothing. I'm going to skip over the next quote in relation in the interest of time. What is to be done, but we could put it up if you want to, you can read it if you want to. What is to be done in the face of this incontournable wall of nothing that structurally violates you while at the same time making you a participant as subject of the verb in the enunciation of your self-effacement or obliteration? Such paradoxes are familiar, a common trait of structural thinking, just the kind Patrice is trying to dislodge or criticize or distance from good structuralism. But my point here is that saving structuralism from the structural violence inhering in structures of social harming and assault or injurious speech may be impossible. The dilemma of salvaging a structuralist project politically is made all the harder by the theoretical tide of affect theory, affectivism, or what I think of as affect-oriented ontology. It's a tendency within critical theory that goes back to Eve Sedgwick's pivotal essay, Paranoid Reading and Reparative Reading, or You're So Paranoid You Probably Think This Essay is About. In the study of literature. In queer writing of the 1990s, much of it coming out of the AIDS crisis, Eve Sedgwick discerned a turning away from paranoid reading towards what she's called a more speculative, superstitious, and methodologically adventurous state, where recognitions, pleasures, and discoveries seep in only from the most stretched and ragged edges of one's confidence.
Through queer reading, Sedgwick welcomed what I think of as decarcerated, décarcéré forms of thinking that reckoned with affects like shame or non-normative embodiment, embodiment like fatness. She wrote a whole series of texts around being fat and fatness. In her own style of writing, lived experience and personal anecdote were integrated into theoretical arguments, and post-structuralist queerness was embraced as a mode of reading and writing. And this made formalist or semiotic models of discourse and narratology seem obsolete. And this is part of that turn, in a way, from a certain kind of structuralist writing to post-structuralism. This queer writing was cast as a thing, the old structuralism was cast as a thinking inside the box that bolstered rather than deconstructed logocentrism or a certain kind of episteme. Affect theory of the 1990s, there you go, I have my little bibliography. And it comes, yeah. It ushered in dissipated, amorphous, astructural idioms of phenomena, micro-political ecologies, distance from Althusserian notions of base and superstructure or ideological overdetermination, or from the overreach of cellular power on individual conscience as theorized by Foucault. It was recognizable in vocabularies of difference, eternally returning to the Derridian différence with an A, in the vitalist choreography of bodies and social space, as in Brian Massumi's The Politics of Affect, and to a lesser extent, Frédéric Lordon's Les Affects de la Politique. And in the 2000s, it blossomed in aesthetic theory, in Ray Terada's Feeling and Theory, Xian Nai's study of negative emotions, including what she called an animatedness. This was Ugly Feelings. I don't know if this book has been translated into French. Again, a huge impact in the US. It's just everywhere. Ugly Feelings. Ugly Feelings. Ugly Feelings. You should translate it. Get it translated. Nai's book homed in on the self and the imprisoned in structure, one's perceived status as a small object in a total system, in relation to bourgeois art's, quote, pessimistic understanding of its own relationship to political action. Then we have Lauren Berlant's Cruel Optimism, another landmark text, or affectivist milestone, and the book she wrote with Kathleen Stewart called The Hundreds, which coined the term les ordinaires, ordinaries, for encounters with the world that are, quote, not events of knowing, units of anything, or revelations of realness or fact. Affectivism surpasses Raymond Williams's famous structures of feeling. It's simply feeling too cool, a transumption of binary logic and prescriptive paradigm. Identified with atmosphere, mood feel, le flou or fluidity, and with the kind of desiderata found on graffiti walls, tattooed skin, or internet memes, ordinaries for Berlant and Stewart index, quote, resignations of the present, the normalized exhaustion that comes with life in the new economy. Finally, I'll refer here to Anna Kornbluth's forthcoming book. It will come out with Verso in a few months, but I have a manuscript copy. Immediacy, or the style of too late capitalism. It adopts a more critical stance towards the affective turn. It associates affect with a contemporary politics that crushes mediation, just the two things, immediacy contre médiation. It's her kind of, so affect crushes mediation in the interest of what she calls no filter forms of direct expression, a kind of in-your-faceness, which we see on the internet and all kinds of social interaction.
hostile to critical distance, and susceptible to anti-theory positions on both left and right. Its politics, immediacy politics, lends itself to the kinds of self-help expressions that we hear, like speak. I don't know how you could translate these. Speak your truth, live your best life, you do you. That's it, très courant. You do you. Yes. Affirmation. For Kornblue, this life coach, affect-filled immediacy, produces what she calls pure vibe, a roving vibeology, bibliology, that rhapsodizes the immutability of domination, exonerating inertia, end of quote. So, I'm getting close to ending. We find ourselves in a moment philosophique in which notions of structural violence and affect theory coexist very uneasily. They're really very incompatible, making gender and racial politics particularly difficult to parse. And this raises a host of questions for theoretical practice today that I hope we might discuss further. Can affect theory, with its construct of a subject immersed in the immediacy of experience, adrift in micropolitics, yet stalled in the rut of systemic sexism and racism, inhabit the same theoretical landscape that emphasizes transformational or mutational structures and mythologies on the order of Preciado's mythic trans avatars of anarcho-mutation. In this confusing landscape of all affect and no structure except when there's structural violence, what does un retour vers la structure look like? Can today's structuralism be found, say, in auto theory, or the kind of critical archiving of invisible subjects that has become increasingly prevalent in art and theory? Or is structuralism completely lost within affects, more identifiable as a project of reworking the grammar of identities within a space of indetermination that builds on Derridian undecidability? I conclude by returning to the question most central in my remarks today. Can the structural violence of sexual assault and social harm be undone through a mise en oeuvre of structural critique? Or is endemic misogyny the endgame of immutable overdetermination and thus beyond remediation? I want to believe that intervention is possible, but it is increasingly difficult in relation to the complex politics of sexual safety and institutional boundaries, a politics that often seems at odds with the affect-filled vocabularies of how to be in sex. Caught between notions of structural violence that legislate sexual relations and hierarchies, and notions of fluid transontologies in a field of affect, we find ourselves faced with a certain impasse theoretically, and it's that impasse that interests me, and I hope to discuss further with you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais chercher mon manteau. Alors attends, on va faire une minute de pause pour trouver une solution à cette affaire de froid. Non, je suis pas sûr que ce soit une. C'est comme s'il y avait un. C'est comme s'il y avait la clé, non? Ouais, c'est ça. Tu veux que j'aille chercher un type à l'entrée là? Mais on a demandé au type, Et il a dit qu'il ne savait pas. Parce que moi, je ne suis pas vraiment confiante en découper l'Instagram. Bon. Déjà, merci beaucoup pour cette construction d'un problème, en fait, autour de la question du structuralisme et de son héritage actuel. Alors, si j'ai bien compris, au fond, ce que tu as cherché à mettre en évidence, c'était une tension entre quand même une résurgence, au fond, de la notion de structure dans la culture théorique et politique contemporaine, oui, autour de la notion de violence structurelle ou systémique, d'ailleurs. Voilà.
parce qu'au fond, bon, c'est une chose à laquelle moi-même aussi je suis assez sensible, c'est la résurgence de la catégorie de système, à travers notamment l'adjectif systémique, dans énormément de domaines, et notamment dans la pensée critique, hein, la violence systémique. D'ailleurs, on dit probablement plus violence systémique ou racisme systémique que structural, même si en anglais, par exemple, on dit structural racism. Oui, on utilise les deux. En français, je pense qu'on dit rarement racisme structural, par contre, on va dire toujours évidemment systémique. Donc, il y a ce retour au fond. Ouais. C'est racisme ou misogynie systémique, mais avec une violence structurelle dedans. Oui, ça c'est l'analyse qui va ajouter, mais Oui. disons dans le discours public, militant, etc. Oui, probablement que la notion de structure, les structures d'oppression, effectivement, Oui, sont revenues assez massivement. Bon, alors donc il y a ce côté-là, puis il y a effectivement par ailleurs ce que tu as appelé le tournant affectif, enfin, ou l'apparition, ou l'insistance, disons, sur la dimension donc de l'affect, du sentiment. Et bon, au fond, toute une dimension de l'ordinaire aussi, des micro-agressions, etc. Et alors, tu avais l'air de présenter ça comme une tension. En tout cas, à la fin, tu as dit, bon, il y a une sorte de contradiction entre structural violence and the affective turn. Et parfois, tu avais l'air quand même de dire que ça va ensemble. Et alors, donc, selon peut-être de voir un peu ce que tu penses sur ça, parce que on voit bien en quel sens la notion de structure peut être parfaitement compatible avec cette insistance sur le micro, sur l'ordinaire, sur une dimension effectivement presque infra-objectale, enfin, bon, qui correspond bien à ce que une certaine forme d'analyse structurale cherche à saisir. C'est-à-dire c'est structurel, c'est donc justement pas nécessairement, c'est pour ça sans doute que tu as commencé avec Althusser, c'est pas nécessairement conscient, c'est pas nécessairement même objectivable en fait. Ça se distribue, donc on a plutôt l'impression que ça va ensemble en fait, ces deux aspects. Donc je ne sais pas très bien finalement ce que tu en penses. Est-ce que quand tu as dit un moment c'est all affect and no structure, j'ai bien aimé. Donc, est-ce que ça veut dire en fait que ce discours, enfin, ou ce repérage à partir de la notion d'affect impliquerait une sorte de disqualification d'une approche en termes de structure, d'une approche structurale, qui consisterait à dire que finalement la seule réalité de la structure et le seul point d'ancrage de la critique, voire de la théorie, ce serait effectivement l'affect. Il n'y a pas d'autre, il ne faut pas passer à un autre seuil, notamment par exemple, pas passer au seuil de la reconstruction des systèmes, de leur formalisation. Donc, est-ce que c'est ça que ça veut dire ? C'est ça la tension. C'est la résistance à la formalisation et l'effort de faire de la théorie sans explication structurelle ou explicative. Mais alors, parce qu'une interprétation donc, de ce que tu as fait, c'est de dire, bah, en fait, c'est ça la structure. C'est-à-dire que la structure, on décrit bien la structure quand on fait un livre, effectivement, comme Just Us. Au fond, c'est la description de la structure. Ce qui ressemble assez, pour les gens comme moi, formés dans cette histoire intellectuelle, au mouvement qui s'est fait immédiatement, effectivement, après 68. Et là, en bouquin, je pense plutôt à Barthes et à toute cette approche un peu du fragment, enfin, typiquement le discours amoureux, par exemple. On voit bien que c'est un peu le même genre de repérage, les biographèmes, les anecdotes, le fait de ne pas vouloir justement monter en méta, quoi, en quelque sorte. Et c'est vrai que ça pose la question de savoir dans quelle mesure, alors, enfin, qu'est-ce qu'il y a de théorique, disons. Il y a quelque chose de théorique, mais comment décrire l'opération théorique, hein. L'opération théorique, par exemple, pour quelqu'un comme Fernand Barthes, elle vient précisément de la fragmentation, de la résistance à l'unification. Donc, est-ce que là, c'est un peu la même chose? Parce que c'est l'idée dans laquelle on décrit la structure précisément en assumant sa dimension un petit peu dispersive, ce qui concerne en l'occurrence la violence. Est-ce que c'est ça que tu dirais? C'est très compliqué parce que d'une part, on peut revenir à Althusser et c'est l'incomplétude de la structure. C'est cette aporie
qui apparaît et qui démonte la structure, qui décentre la structure, mais en même temps, ou le centre. Mais donc, la structure théorique, mais pour moi, en même temps, c'est un modèle de praxis, mais c'est un peu dénié par le côté orthodoxe où on insiste quand même sur certains présupposés, bases, superstructures, capitalisme qui suit certains droits, et il y a une tension déjà à l'intérieur de la pensée d'Althusser, pour moi en tout cas. Et le problème, c'est que quand on dit structure, même si je veux avec toi résister à cette idée simpliste que ça rebond tout de suite à une structure fermée, ça se referme quand même. Quand on parle, et pour moi, une politique féministe ou trans qui insiste sur la violence structurale rebond sur la structure, sur une notion plus fermée qui est liée à cette idée de système. C'est peut-être historiquement beaucoup plus proche à un modèle marxiste mais la théorie de l'affect, ça vient d'un autre d'une autre impulsion vers l'entropie, vers la chose qui ne se contient pas, qui overflows, qui déborde. Oui, voilà. Qui déborde ses bornes, ses frontières, ses schémas, et justement, c'est ça l'attraction, que c'est l'incontenable. Ok, encore juste une petite remarque. Pour moi, une partie de la force critique, disons, de la démarche structuraliste, de l'orientation structuraliste, elle s'exprime très bien dans l'œuvre de Foucault, au fond, c'est-à-dire, c'est au fond une manière d'essayer de s'inquiéter de sa propre participation à ce qu'on souhaite critiquer. Typiquement sur le mode du sentiment ou de l'expérience. C'est-à-dire justement, alors c'est pas paranoïaque au sens, on ne peut pas faire confiance à sa propre expérience, etc. C'est plutôt un enrichissement, à mon avis, de l'expérience qui consiste à ne pas présupposer par avance qu'il y a justement une opposition entre les structures typiquement sociales, on va dire, et le vécu subjectif, mais de penser le vécu subjectif comme étant en fait d'abord le seul endroit de réalisation de la structure, ça c'est sûr, c'est-à-dire que la structure n'existe qu'en produisant des effets de subjectivation, ça c'est l'idée de cause absente d'Althusser, il n'y a pas de structure si ça ne fait pas des effets qui sont des effets de subjectivation. Bon. D'une part, mais d'autre part, ça veut dire au fond que justement l'expérience doit être sans cesse inquiétée. C'est à la fois tout ce qu'on a et c'est en même temps de l'intérieur de ça qu'on peut justement créer une sorte d'écart à l'expérience ou la possibilité d'une mutation structurale peut advenir. Donc, je suis sensible aussi à travers la lecture là, que j'ai faite de Gender Trouble de Butler, parce qu'on voit bien que Butler, en fait, ce qu'elle hérite, ce que Yale hérite du structuralisme, c'est justement cette manière de compliquer la critique, ce qui est un geste aussi qu'on trouve chez Derrida, enfin, de ne pas penser en fait qu'on peut s'opposer en fait à la structure, comme si on pouvait être dehors, puisque la manière dont on s'y oppose est elle-même sous-déterminée ou surdéterminée par justement les jeux de la structure. Donc c'est ça qui me semble compliqué. Alors parfois, donc là je ne sais pas comment se situe le repérage à partir de l'affect, parce que typiquement l'affect rentre dans ce genre de choses. Ça veut dire qu'en fait cette sorte d'éthique de la critique foucaldienne serait complètement périmée dans ce type de démarche que tu décris. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se dépayser soi-même, ou à se rendre étranger en quelque sorte à sa propre expérience pour pouvoir en faire. C'est le contraire. Et c'est le contraire, mais pour moi, je ne vois pas pourquoi ce serait opposé, et c'est ça qui me
me laisse un peu perplexe. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a une manière de faire ce que tu dis, par exemple, de faire la discussion de ces micro-agressions qui peut ouvrir, justement, enfin, qui peut être une manière, oui, d'ouvrir à ce travail dans lequel on s'inquiète de la manière dont sa propre expérience participe de la structure. Bon, enfin, j'ai un exemple assez... j'ai été vraiment frappé à un moment où tu as parlé de l'affaire en justice de Trump avec, comment s'appelle-t-elle? Jean Carroll. Jean Carroll, voilà. Et donc, cet échange avec l'avocat, et tu as dit à un moment donné que l'opération finalement structurale, c'était de contester, au fond, une équivalence. Et ça, c'est pour moi de la structure. C'est-à-dire la production d'un effet d'évidence dans une chaîne d'équivalence, pour parler qu'en Ernesto Laclau, Oui. entre silence et consentement. Et donc, au fond, un déplacement structural se manifeste toujours dans, justement, la brisure, en fait, d'une équivalence. Parce que c'est ça, en fait, la structure produit des effets perceptifs. Donc, tu as très gentiment mis en avant le travail que j'avais fait sur Saussure, effectivement insisté sur le fait que pour moi, là, les signes sont sensibles, enfin, c'est pas des objets abstraits, c'est ce qu'on sent, en fait. Et que c'est la théorie de Saussure, à mon avis, est une théorie de la perception. Et justement, ce qui caractérise la perception d'un signe, c'est au fond une équivalence. C'est-à-dire, on sent ça comme dirait Wittgenstein, c'est voir comme, sentir comme. Et donc, là, c'est un bon exemple je trouve, de lutte, enfin, de points dans lesquels il n'y a aucune différence entre une intervention micro et un changement structural. C'est la même chose, en fait. Contester une équivalence, c'est justement jouer sur la possibilité que donne l'espace structurel dans lequel on se trouve de troubler cette équivalence, de la déplacer, en fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre changer les expériences. Ben, c'est ça, en fait, une mutation structurelle. C'est un changement d'expérience, quoi. Et notamment d'évidence, et notamment d'évidence perceptive. Et, par exemple, sur la répartition, d'ailleurs, des couleurs. C'est pour ça que ça passe par le corps, effectivement, par les questions de genre, par les questions de qualification des actes, par les partages du corps. Voilà, c'est micro-politique. Quand c'est structural, c'est forcément micro. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Je pense que ça ça apporte marche quelques mieux problèmes? dans la positionnalité dans la structure sociale, par exemple la lutte contre la discrimination par les gens exclus, les trans, etc. Mais que l'affect, ça dépasse la micropolitique dans ce sens, Oui. que ça va au-delà. En fait, et qu'il y a une ambivalence entre une prise de position qui veut l'intervention structurale, comme tu viens de le décrire, et l'espèce de refus enfin, d'une part, un pessimisme qui dit non, la structure toujours se réaffirme et ne change pas, est immuable et ne réagit pas, en fait. Ça revient. Et que c'est comme ça. Ça, c'est l'afro-pessimisme. Okay. C'est un vrai pessimisme, sans issue. Mais donc, si on est vraiment pessimiste, ce qui est mon cas, enfin, je suis encore plus pessimiste que ça. C'est-à-dire que je pense que le pessimisme lui-même fait partie de la structure. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est que le sentiment que ça ne va pas est lui-même, en fait, un effet de la structure. Donc, c'est ça le vrai pessimisme. Oui, c'est là où on est vraiment perdu, quoi. Les ténèbres sont sans limite, quoi. Il y a pas on va pas sortir de la caverne, quoi. Le structuralisme, c'est un peu l'idée qu'on est dedans, en fait, de toute manière. Y compris quand on est désespéré d'être dedans, ben, c'est en fait une manière très particulière d'être dedans, mais c'en est juste une, en fait. Donc, mais bon, voilà, peut-être que je suis d'accord avec toi. Donc, je sais pas si. Oui, sur ce point-là. Je suis assez frappé par une autre chose. Je vais céder la parole à toutes les salles réelles et enfin présentielles et distancielles. Mais bon, et ce tournant affectif là dont tu parles, moi, ça m'a beaucoup frappé parce que dans les travaux récents que j'ai fait avec Célia Lippi sur la sororité, justement,
on a essayé au fond d'opposer la catégorie de symptômes à celle d'affect. Et on a plutôt lu des processus comme MeToo, mais en fait c'est applicable à d'autres processus transnationaux. On a plutôt appliqué la notion de symptômes partagés. Et donc la notion de symptômes partagés, c'est l'idée selon laquelle une manifestation symptomatique qui a effectivement une dimension affective très forte, mais donne occasion aux autres de jouer la carte d'une réactivation traumatique pour eux en s'emparant, s'identifiant aux symptômes de l'autre, enfin en participant, donc en fabriquant un symptôme ensemble. Et donc là, en t'écoutant, je me suis dit, il y a peut-être que le affective turn est peut-être un petit peu anti-structural, alors que le symptomatic turn, la symptom theory, plutôt que affect theory, c'est plus oui, je serais plus accueillant en fait à une démarche structuraliste parce qu'on voit bien qu'il faut que ça se forme en fait. Il faut qu'il y ait une forme. Donc l'action n'est pas tellement au niveau de l'affect que le lien en fait se fait pas tellement. Il y a une dimension affective encore une fois parce que il y a quand même, je veux dire, au fond un symptôme, c'est toujours une altération corporelle, c'est la transformation d'un corps par l'affect. Mais il y a une transformation du corps. Il n'y a pas simplement en fait une agitation affective, il y a aussi une transformation du corps et c'est un signe quoi. Donc enfin, symptomatic reading, la lecture symptomatique. ah oui, c'est vrai. Ça, c'est Althusser, c'est très très lié à ce structuralisme du passé, quoi. Enfin, tu soulignes quelque chose qui est important, qui est oui, l'affect dans la folie à deux, ou dans le symptôme partagé, l'affectivité, ça joue un rôle. Mais quand je dis affect theory, c'est pas exactement la même chose. C'est pas uniquement intégré dans le système. Je pense que le tournant affectif actuel cherche à faire autre chose ou à annoncer autre chose. C'est-à-dire que c'est plus random. C'est quelque chose qui n'est qui peut pas être facilement compris au sein d'une situation ou dans une relation. C'est comme si le affect theory contemporain, c'est très individualiste. C'est presque sans aucun rapport. C'est une manière de se montrer, d'être en direct. Et c'est comme si on libère l'affect pour voir la désorganisation que ça crée. Et j'étais très sensible à ça pendant la période Trump, que j'ai peur que ça se répète. C'est que il avait un génie de délaisser l'affect, de déclencher l'affect. C'était un triggering. Et on va voir que le système politique, les protocoles, ça tombe devant. Le système de justice essaye de rattraper, mais n'arrive pas. C'est toujours en avance parce que c'est un affect sans vraiment un vrai rapport. C'est un peu... Et pour les queer theorists, c'était autre chose, évidemment. C'était une façon de revendiquer toutes sortes de modes de vie, de modes d'existence qui n'entraient pas du tout dans les cadres ou dans la psychanalyse. Enfin, et je pense que... Donc, tu es assez critique finalement envers ce tournant affectif, si je te comprends bien, même si tu n'es pas ton genre. Oui, c'est très curieux parce qu'en ce moment, on a une génération de critiques trans qui ils vont pas forcément au point de se réinvestir dans le binarisme. Enfin, de temps en temps, oui. C'est l'insistance sur quand je fais ma transition, je deviens he, pas they.
Oui, bon, ça, Oui, il y a non, toujours mais- ces différentes modalités. Oui. mais ils sont assez critiques de cette enfin de cette queer theory qui était tout flou, tout. Donc c'est peut-être pour ça que je trouve que Preciado c'est un exemple très intéressant parce que c'est souvent pour moi c'est très contradictoire. C'est on entend de vieux discours contre le viol, contre tout ça, contre la colonisation du corps, etc. D'autre part, ça joue sur... D'accord. C'est moins le cas donc dans ce que tu appelles le tournant affectif. Oui. Bon, alors je vais peut-être laisser l'occasion. Alors, Mathéo, vous aviez une question. J'avais une question à faire. Vous avez un peu traité la question, répondu. Mais quand même, Alors, parlez fort, comme ça on peut Oui, peut-être une mais chance je la pose de d'entendre. toute façon. Et sur la question que vous avez, il me semble, si j'ai bien compris, si je n'ai pas compris, je m'excuse, c'est ma question. Vous avez un peu un partage entre en tournant affective et l'idée d'une structure. Mais en fait, est-ce que il me semble que la subjectivité corporelle en tant qu'affectée n'est-elle pas le résultat, en fait, d'un positionnement dans une structure, dans un certain point de la structure? N'était pas affecté par... Moi, j'avais Oui, pensé, mais peut-être que c'est pas un lien, mais j'avais pensé aux travaux de Sarah Ahmed sur la phénoménologie queer, où elle parle en fait de la manière dont l'affect, dans la manière où on perçoit est normé en fait, et dans un cadre normatif, et que donc ça dépend de notre position dans une structure au fond. Et donc, enfin, les choses s'évoluent à ce niveau-là. Bon, cet exemple montre bien le point que Patrice, je pense, voulait faire, c'est-à-dire que atmospheric walls, les murs d'atmosphère qui n'ont pas de forme, mais qui sont construits d'affect, sont quand même, font partie d'une structure d'oppression. Et que certains gens sentent qu'ils ne peuvent pas entrer dans un certain espace. Mais il n'y a pas de mur, en fait. C'est une mur composé d'affects et d'exclusions invisibles qui sont dans l'air. Et là, c'est un bel exemple pour moi, d'une certaine ambivalence. C'est-à-dire que, oui, les microphénomènes et l'infrapolitique peuvent être enfin, perçus comme la chose qui crée un espace, une structure sociale. Et oui, absolument. Comme les mini-comportements ou les expressions. Donc, c'est pas que c'est complètement incompatible, mais peut-être c'est comme ça revient à une question. Enfin, ça dépend de théoristes spécifiques. Il y en a qui lient, je pense, l'affect et la structure, l'approche structurale, la critique structuraliste au niveau politique, qui les lient beaucoup plus clairement que d'autres les deux pôles sont un peu contradictoires et opposés. Donc, au fond, j'ai l'impression que une des choses que tu as l'air de suggérer, c'est qu'il se serait passé quelque chose relativement récemment, puisque c'est dans les années 2000, dans la vaste histoire de la pensée critique, autour de cette notion d'affect. C'est-à-dire, tu cherches peut-être à diagnostiquer une transformation de la critique, effectivement, qui cette fois-ci sortirait effectivement du structuralisme, y compris dans le sens très large que je propose, où là vraiment on serait dans une autre logique en fait. Effectivement, alors que c'est tout ce qui est queer, etc., c'est finalement effectivement compatible, enfin même plus que compatible, et au fond une continuation du geste structuraliste. Et on le voit bien parce qu'effectivement, l'idée de structure, ça veut dire par définition, quoi, quelque part, enfin il y a deux sens du mot structure. Il y a un sens où la structure est extérieure, et au fond la structure est conçue comme une sorte de loi extérieure qui s'impose sur des choses qui lui préexistent ou qui sont autres qu'elle.
Et il y a un autre sens beaucoup plus fort de la notion de structure qui est au cœur du structuralisme dans toutes ses figures, orthodoxes ou non orthodoxes, standards, comme je les appelle dionysiaques. D'ailleurs, j'ai décidé d'appeler ça le transstructuralisme désormais. Le structuralisme dionysiaque, ça fait trop, ça fait trop macho finalement. Le transstructuralisme. J'avais quelques temps, je me dis, mais en fait, c'est ça finalement. Parce qu'il y a le mot trans, comme transformation. Le structuralisme dionysiaque, un peu transformationnel au sens de Lévi-Strauss, quoi. Donc ça convient bien, puis il y a plein de raisons, mais tu as beaucoup déployé ça, donc ça marche bien. Mais bon, et donc effectivement, la structure ici, c'est en fait la constitution des possibles mêmes. Donc c'est l'espace des possibles qui est structuré. Et donc effectivement, on voit bien que, par exemple, une pensée queer va s'inscrire dans l'idée selon laquelle, ben, justement, cet espace des possibles, il est constituant, il n'est pas contraignant, il est constituant. Ça va poser le problème de la violence auquel je vais revenir, enfin, il est constituant. Et la manière dont il est constitué, c'est là où il y a eu un malentendu, c'est que la manière dont il est constitué n'est pas stable. Elle est intrinsèquement, d'abord, elle s'écrase sur elle-même dans des effets de subjectivation, dans des effets d'expérience, dans des effets de perception, et elle n'existe que là. Ça, c'est la thèse de la structure absente, de la cause absente d'Althusser, mais enfin, c'est chez tous les structuralistes. Et en plus, elle n'est pas stable, c'est-à-dire qu'elle est toujours travaillé par un déséquilibre interne, les doubles, etc. Donc ça, c'est assez puissant, effectivement, à mes yeux en tout cas, mais là, je vois bien que tu dis, bon oui, mais il y a là, récemment est apparue une modalité de la critique qui, cette fois-ci, c'est pas la même grammaire de la critique que celle à laquelle vous étiez habitué, et vous pouviez dire, ah oui, bah, la critique queer, au fond, c'est une nouvelle... Enfin, moi, j'entends ça, comme si tu me disais, oui, bon... Oui, Patrice, toi, tu dis que, au fond, quelque chose comme la pensée queer, ça rentre un peu dans l'héritage du structuralisme. Ok, ça c'est vrai, mais il y a autre chose. Et là, ça en sort. Et alors là, la question évidemment que je me pose, c'est de me dire, ok, mais est-ce que ça ne revient pas à une conception de la structure très faible, qui consiste à penser que la structure est extérieure, c'est un modèle en termes de loi, quoi. Même pas de loi constituante, mais de loi contraignante, quoi. Qu'elle s'opposerait des corps innocents, des expériences vierges, etc. Et donc voilà. Moi, à mon avis, ça revient avec une force incroyable. Ça, c'est Toute dommage. cette idée de grievance culture, c'est le système qui s'est imposé sur moi, que cette exonerating inertia, cette inertie et frustration qui surgissent par rapport à une sens de helplessness en face d'une structure. La structure est réinvestie dans ce sens simpliste et extérieur, et c'est plus simple de toute façon. Oui, oui. En même temps, c'est vrai qu'il y a des structures qui sont... Et quand on est exclu, c'est réel. Oui, mais ça, c'est d'un point de vue, entre guillemets, queer post-structuraliste, Oui. c'est ce dont on parle. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités constituées comme étant justement en même temps exclues du champ des possibles. Par la logique même de la constitution de l'espace des possibles, il y a des positions qui sont à la fois proposées et écartées. Ça, on peut rendre compte de ça dans notre petit transstructuralisme. Enfin, mais avec cette, elle commence avec une critique de nos paranoid reading, justement où on trouve ce qu'on cherche. Et donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas de queer qui est... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a différentes variantes, bien sûr, toujours. Mais nous autres transstructuralistes, on pense toujours, c'est exprimé par des variantes. Mais une autre chose que j'entends très fort là dans ce que tu dis, c'est qu'au fond, tant qu'une pensée de type structural, d'orientation structuraliste, n'a pas été capable de proposer au fond une théorie, ou en tout cas une idée de la violence qui parle, enfin, qui rende justice, on pourrait dire, aux expériences, quoi, alors effectivement, elle est d'abord incomplète, et puis elle laisse la place, effectivement, à des manières d'appréhender la violence qui sont, je dirais, un peu régressives par rapport, disons, à certains progrès de la pensée critique que le XXe siècle a fait, quand même, qui compliquait la critique. Et voilà, enfin, je sais pas. En tout cas, je suis très sensible à cette question de la violence. Bon, j'ai des idées sur ça, par rapport entre structure et violence, mais c'est vrai que c'est pas un truc dont je parle souvent. C'est difficile de parler de la violence, de mon point de vue, d'un point de vue violent. Mais bon, peut-être qu'il y a des questions aussi dans la... Alors oui, Jeanne a levé la main, je vois.
Ah non, mais enfin, du coup, tu as à peu près dit ce que moi, ce que ça m'évoquait, qui était que. Alors déjà, merci beaucoup, Émilie, parce que c'est toujours très rafraîchissant la manière dont de lier ensemble des corpus théoriques et puis de faire introduire aussi des références, comme on disait, qui sont moins connues en France. Et donc ça, merci beaucoup. Euh, et aussi de construire ce problème et de nous apporter cette problématique-là dans le séminaire. Je pense qu'en fait, il y a déjà le problème, peut-être, il réside dans la synonymie supposée entre systémique et structural et structurel. Parce que je pense qu'en France, on dirait par exemple plutôt qu'il y a des violences qui sont structurelles et on n'utiliserait pas l'adjectif structural qui est peut-être justement là où il y a une théorie à proposer de la violence selon si on doit le renommer, transstructuralisme. Et il me semble que là, ça repose en fait la question ce fameux dehors. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe soit sous la forme d'un dualisme avec un substrat qui serait pré-discursif ou pré-normatif ou pré-structural et qui serait cette espèce de pure différence, d'indétermination totale, du coup de cette multiplicité en devenir, qui est en fait, je pense, si je comprends bien, le sous-bassement de l'affect-oriented ontologies dans son sens, enfin dans ses pour moi, ces accents spinozistes qu'on entend et qui était cette question très de voilà cet immanentisme opposé à une conception des structures comme étant transcendantes, totalisantes, extérieures, figées, etc. Et je pense qu'effectivement il y a là une confrontation forte et je partage moi cet avis que en fait là où c'est pas structural, mais c'est simplement systémique, bah là où c'est structural, vraiment, c'est plutôt au contraire que en fait, même ces affects-là sont déjà des effets de la structure, dans la mesure où la structure est incomplète et surtout qu'elle organise sa propre contingence, sa propre ouverture et donc sa propre transformation et qu'en fait, je sais pas si c'est les points d'hérésie, je sais pas si c'est les débrayages, enfin les débrayages. Ouais, je sais plus. Mais donc moi et avec tout cet aspect de la micropolitique justement et je pensais à Deleuze qui disait tout le temps qui méfiez-vous de la déterritorialisation absolue ou d'être dans la totale désorganisation et de chercher à rejoindre le corps sans organe qui est ce plan d'immanence, d'affect immédiat, de pure différence parce qu'en fait c'est la folie, c'est la destruction, c'est le néant enfin, et qu'il y a donc toujours aussi une méfiance envers ce dehors-là d'un point de vue structuraliste, enfin, si tant est qu'il existe, je ne sais pas par ailleurs. Mais donc peut-être que moi, comme tu as beaucoup, enfin j'étais intéressée, comme tu as déjà sur quelle distinction pourrait-on faire entre violence systémique et violence structurale et puis, comme tu as beaucoup travaillé sur la micropolitique, revenir peut-être sur ce que toi tu vois de différent dans ces affect-oriented ontologies. Quelle est leur politique qui ne serait pas de l'ordre de la micropolitique comme nous l'entendons? Oui, c'est la grande question parce qu'en fait, je continue à réfléchir sur c'est quoi la politique de la micropolitique actuelle ou de la politique sans exception. Et j'avoue que l'affect me semble très fructueuse, enfin, comme ligne de fuite, enfin, et qui se met en dialogue avec cette incomplétude de l'époque antérieure ou de l'aporie, n'est-ce pas, qui ouvre, qui est plutôt un crossing que quelque chose enclos, dont clos est fermé, undecidable. Mais
le problème, c'est que, enfin, l'incomplétude dans la structure ou par rapport à la structure, ça se contient finalement, ça peut être contenu dans une façon dans la théorie, dans une pensée systématique, finalement. Tandis que cette nouvelle politique, micropolitique de l'affect, c'est anti-théorie. C'est ça, c'est un de ses principes. C'est contre la théorie. Alors, on va vers quoi? Et ça, c'est un peu l'origine de mon inquiétude. On va vers une espèce de glorification de l'auto-fiction, de l'auto-théorie et c'est très important le style dans lequel c'est écrit. C'est pas dans la manière comme moi j'avais fait, de poser une série de questions, d'arguments, même de réfléchir beaucoup sur la généalogie d'une question théorique. C'est un refus, c'est finalement une sorte de prise de position contre tradition intellectuelle et théorique. C'est un break, c'est une rupture consciente, comme ça. Et donc, pour moi, c'est quoi cette politique-là de l'affect? Nous arrivons à une sorte de micro-politique, micro, ou nanopolitique. Et c'est vrai, mais la question du sujet, c'est plus vraiment posée en tant que telle. La question du langage, par rapport à son histoire linguistique, rhétorique, les systèmes de rhétorique, aucun intérêt. C'est un grand refus. Et pour moi, ça m'inquiète parce que où trouver la politique là-dedans? Pour parler un peu simplement, c'est où ça? On est de plus en plus dans un registre d'autocélébration et aussi, en même temps, ça coexiste souvent avec une sorte de politique identitaire qui est beaucoup plus forte que la politique identitaire d'avant. Le queer identity politics, c'était une lutte, c'était une émancipation de l'hétérodoxie sexiste, etc., binaire. Mais c'était plus dans le flou, dans la fluidité. Enfin, l'idée, c'était de ne pas... Et je ne comprends pas très bien comment on peut projeter un sujet composé d'affects contingents et en même temps de revendiquer les identités encore plus que jamais. Oui, en fait, il faudrait appeler ça une idiopolitique. Peut-être la même chose. Non, mais au sens d'idiot grec, quoi. C'est-à-dire, effectivement, et ça, c'est pas inintéressant. Bon, là, je pense qu'il y a deux stratégies par rapport à ce que tu dis. Soit une stratégie un peu d'opposition frontale qui apparaît dans tes réponses à nos questions, mais qui n'apparaissait pas dans ton paper, qui est plus charitable à certains égards. Et soit une position d'opposition frontale, soit une position, je dirais, diplomatique ou subversive, qui consiste à essayer de réintroduire au fond de la structure, on pourrait dire, c'est-à-dire en fait un certain régime de la critique dans lequel la critique est toujours critique de la critique. Parce que c'est ça l'idée, c'est que la critique, alors que l'idiocritique, évidemment, elle est dans une sorte d'affirmation de la critique qui ne transige pas, c'est sa force d'ailleurs. Enfin, il y a quelque chose c'est même pas radical, c'est d'intraitable en fait, qui donne de grandes forces d'attraction, je pense, mais qui en même temps, effectivement, risque en permanence de ne pas vouloir tenir compte de ses propres manières de participer à ce qui est censé être critiqué.
Or, pour moi, au fond, ce que le structuralisme a apporté à la pensée critique, c'est des ressources pour que la critique fasse en permanence, soit en permanence la critique de la critique. Ce que Foucault faisait parfaitement, la généalogie d'un problème. Oui. Par exemple, si Foucault était dans cette situation, bah, il dirait, ah tiens, c'est intéressant, l'idiot politique, voyons voir d'où ça vient, par dans quelle structure c'est arrivé que soudain, le fait d'affirmer un point de singularité idiotique devient en fait la forme principale, le plus attractif de la critique. Donc, il ferait ce travail de généalogie. Et potentiellement, il serait entendu par les idiots critiques. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a deux stratégies par rapport à cette Idiot, question. dans ce sens étymologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme le même, enfin le singulier, quoi, le idios grec, quoi. Mais idiosyncratique. L'idiosyncrasie, comme. Oui, d'accord. Donc, c'est bon, on voit bien, c'est le propre, oui, le propre, au sens de l'idiome, justement, de l'idiome, c'est-à-dire aussi un refus, quelque part, de la traduction dans cette affaire-là, mais qui est potentiellement un moteur de traduction très puissant, effectivement, Oui. qui donne lieu à plein de traductions, parce que, comme tu sais, c'est quand on ne peut pas traduire que, justement, il y a lieu de traduire. Donc plus c'est idiotique, plus c'est, au fond, riche d'un point de vue de la transformation, en fait, potentiellement. Voilà, je pense qu'il y a deux stratégies. Une stratégie, je dirais, d'opposition frontale et une stratégie de contournement inclusif. Oui. Bon, évidemment, moi, j'ai par peut-être caractère ou avec l'âge, je suis plutôt tenté par la deuxième. mais je suis très intéressé de voir effectivement que tu as mis un coin dans l'histoire de ce qui, effectivement, en France, est conçu comme une histoire continue, typiquement de l'identity politics, à ce qu'on pourrait appeler l'idiopolitics, quoi. Et que tu dis non, en fait, c'est pas du tout la même grammaire de la critique, et ça se manifeste dans le rapport à l'histoire théorique, et en particulier à l'histoire du structuralisme. On ne peut pas avoir le même dialogue, en fait, hein, et ça, je n'avais pas perçu ce point. Donc, je te remercie beaucoup. Je pense que nous, on va devoir s'arrêter là parce qu'en fait, on est en train de vraiment se frigorifier. Donc, en fait, cet amphithéâtre qui s'appelle Daniel Cohen, qui est l'amphithéâtre du boulevard de l'École normale supérieure du site du boulevard Jourdan, est un amphithéâtre qui est aussi un frigidaire et probablement un congélateur qu'on n'avait pas été prévu. Voilà, donc peut-être il Excusez-moi, mais le séminaire est fini? Merci beaucoup, Jeanne. Merci. Bonsoir. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.